En 1984, la France a été le témoin d'un événement que beaucoup pensaient impossible. Creusot-Loire, l'un des plus grands groupes d'industrie lourde du pays, a officiellement déposé le bilan. Ce n'était pas seulement la faillite d'une entreprise, mais aussi un coup dur porté à la fierté de l'industrie française. Pendant des décennies, le nom de Creusot-Loire était partout. Qu'il s'agisse des tôles d'acier pour la construction navale, des machines gigantesques installées dans les usines, des équipements mécaniques destinés à la filière nucléaire, des projets de défense ou de nombreux ouvrages emblématiques de la France moderne, tous portaient l'empreinte de ce groupe. Peu d'observateurs auraient imaginé qu'une entreprise autrefois considérée comme le symbole de la puissance industrielle nationale puisse s'effondrer en à peine plus d'une décennie. Il est remarquable de constater qu'avant sa faillite, Creusot-Loire n'était aucunement une entreprise défaillante. Au contraire, elle incarnait le modèle même de la réussite commerciale. Les revenus augmentaient de manière constante. Les usines s'agrandissaient sans cesse. Les commandes affluaient. La direction était convaincue que l'avenir de la sidérurgie s'inscrirait dans la durée. Si vous aviez dirigé l'entreprise à cette époque, vous auriez très probablement pris des décisions similaires. Mais l'histoire réserve parfois d'étranges tournures. Ce qui constituait autrefois le plus grand atout d'une entreprise s'avère parfois être la cause de son échec. Creusot-Loire ne s'est pas effondrée à cause d'une seule mauvaise décision. Elle n'a pas non plus fait faillite uniquement en raison du choc pétrolier. C'était l'aboutissement d'une série de choix, en apparence parfaitement rationnels, adoptés à une époque où presque tous les indicateurs du marché incitaient l'entreprise à poursuivre son expansion. Ce n'est que lorsque la conjoncture économique a changé que ces décisions ont révélé leur coût réel. Pour comprendre comment un tel empire industriel a pu s'effondrer si rapidement, il faut remonter plusieurs décennies en arrière jusqu'à une petite ville de l'Est de la France où l'histoire de Creusot-Loire a réellement commencé. Si l'Angleterre avait Birmingham et l'Allemagne la région de la Ruhr, la France, elle, avait le Creusot. Située en Bourgogne, le Creusot n'est pas une grande métropole. Aujourd'hui paisible, la ville était au XIXe siècle l'un des centres industriels les plus importants d'Europe. Le premier atout du Creusot résidait dans ses ressources naturelles. La région disposait de gisements avantageux de charbon et de minerais de fer. À une époque où le charbon constituait la principale source d'énergie de la métallurgie, c'était le cadre idéal pour le développement de l'industrie lourde. Les premiers hauts fourneaux y ont été érigés dès la fin du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, le Creusot suscitait déjà l'intérêt de nombreux investisseurs. Le tournant majeur est survenu en 1836, lorsque les deux frères, Adolphe et Eugène Schneider, ont racheté les sites industriels en difficulté du Creusot. Peu de gens se doutaient alors que cette décision poserait les jalons de l'un des groupes industriels les plus puissants de l'histoire de France. La famille Schneider ne s'est pas contentée d'acheter une usine. Elle a édifié un véritable écosystème industriel, comprenant des mines de charbon, des hauts fourneaux, des aciéries, des ateliers de construction de locomotives, des usines d'armement d'artillerie et des installations mécaniques. Avec le temps, le Creusot est presque devenu une ville Schneider. L'entreprise construisait des logements pour ses ouvriers, des écoles, des hôpitaux et de nombreuses autres infrastructures sociales. C'était un modèle assez répandu en Europe au XIXe siècle, où les grands groupes industriels se développaient en symbiose avec la communauté ouvrière qui les entourait. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, Schneider est rapidement devenu l'un des symboles de l'industrie française. L'entreprise produisait des locomotives, des rails, des machines à vapeur, des ponts métalliques, des équipements mécaniques et surtout de l'artillerie lourde. À la fin du XIXe siècle, Schneider s'imposait comme l'un des plus grands fabricants d'armes d'Europe. La taille de l'entreprise n'a cessé d'augmenter tout au long du début du XXe siècle. Les deux guerres mondiales ont encore renforcé l'importance stratégique de l'industrie lourde. Après chaque conflit, la France est entrée dans une période de reconstruction qui a engendré une demande colossale en acier et en équipements industriels. Schneider a pleinement profité de cette dynamique. Pendant des décennies, presque personne ne doutait que l'industrie lourde resterait le pilier fondamental de la puissance économique nationale. Après 1945, la majeure partie de l'Europe se résumait à des villes dévastées. Les voies ferrées, les usines, les ponts et des millions de logements devaient être reconstruits. Pour l'industrie sidérurgique, c'était une occasion sans précédent. Pour construire des ponts, il fallait de l'acier. Pour construire des voies ferrées, il fallait de l'acier.
Pour construire des usines, il fallait de l'acier. Pour fabriquer des automobiles, il fallait aussi de l'acier. Pendant près de 3 décennies après la guerre, la demande d'acier en Europe n'a cessé de croître. Les usines tournaient presque à pleine capacité. Non seulement la France, mais aussi l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg ont tous lourdement investi dans la métallurgie. C'est la période connue sous le nom des 30 Glorieuses. De la fin des années 1940 au début des années 1970, l'économie française a connu une croissance à un rythme inédit. Les revenus de la population ont augmenté, la voiture s'est démocratisée, les autoroutes ont été construites et de nouveaux ensembles urbains ont vu le jour sans discontinuer. Là où l'on construisait, il fallait de l'acier. Les entreprises du secteur arrivaient à peine à satisfaire la demande. Du point de vue des dirigeants de l'époque, l'avenir ne semblait avoir qu'une seule direction. Plus grand, plus nombreux et plus rapide. Mais l'histoire économique suit rarement une ligne droite. Au moment même où le monde entier croyait que cette période de croissance allait se poursuivre, les premiers signes d'une tempête ont commencé à apparaître. Et c'est cette tempête même qui allait changer à jamais le destin de Creusot-Loire. Au début des années 1970, si vous étiez entré dans la salle de réunion de n'importe quel grand groupe sidérurgique européen, vous auriez très probablement entendu la même question. Comment augmenter notre capacité plus vite que nos concurrents? Pas comment réduire les coûts, ni que se passera-t-il si le marché entre en récession. Mais bien comment produire plus d'acier? Cela peut sembler étrange avec le recul aujourd'hui, mais à l'époque, cette question était totalement légitime. Pendant près de 30 ans après la Seconde Guerre mondiale, la demande d'acier n'a suivi pratiquement qu'une seule trajectoire. La hausse. Les villes ont continué de s'étendre. L'industrie automobile a prospéré. La construction navale a connu un essor formidable. Des centrales électriques ont été construites dans toute l'Europe. Dans le même temps, le programme de développement nucléaire de nombreux pays a rapidement fait grimper la demande d'équipements en acier de grande taille. Pour les producteurs, le plus grand problème n'était pas de trouver des clients, mais de livrer dans les délais. Dans un tel environnement, la taille était quasi synonyme de puissance. Plus l'usine était grande, plus le coût de production par tonne d'acier était bas. Plus le volume de production était élevé, plus la compétitivité était forte. C'était la loi de l'industrie lourde, et Creusot ne faisait pas exception à la règle. À la fin des années 1960, la sidérurgie française a commencé à s'engager dans une vaste phase de restructuration. Alors que ses rivaux en Allemagne, de l'Ouest, au Japon et dans de nombreux autres pays ne cessaient d'accroître leur taille, le gouvernement français craignait que les entreprises nationales ne restent trop dispersées. De nombreuses sociétés possédaient une longue histoire, une solide technologie et des équipes d'ingénieurs expérimentés, mais leur taille demeurait insuffisante pour rivaliser sur le marché international. La solution retenue fut la fusion. L'idée était simple. Au lieu de laisser plusieurs entreprises se faire concurrence sur le marché intérieur, il fallait créer des groupes suffisamment puissants pour rivaliser avec le monde entier. En 1970, la Compagnie des Forges et Ateliers du Creusot a fusionné avec les forges et aciéries de la Marine et d'Aumécourt pour former Creusot-Loire. Il ne s'agissait pas seulement de réunir 2 noms au sein d'une nouvelle entreprise, c'était l'union de dizaines d'usines, de dizaines de milliers de salariés, de multiples centres de recherche et d'un réseau de production s'étendant à travers toute la France. En peu de temps, Creusot-Loire est devenu l'un des plus grands groupes d'industrie lourde du pays. La particularité de Creusot-Loire résidait dans le fait qu'elle ne produisait pas seulement de l'acier. Le groupe fabriquait également des équipements mécaniques lourds, des laminoirs, des presses industrielles, du matériel pour les usines chimiques, des équipements pour le secteur électrique, des cuves sous pression destinées aux centrales nucléaires, ainsi que de nombreux produits pour la défense. Cette diversification du portefeuille offrait aux dirigeants un sentiment de sécurité. Si un secteur traversait une crise, d'autres pouvaient compenser. Du moins, c'était ce que croyaient la plupart des gens à l'époque. Creusot-Loire n'était pas la seule à s'agrandir. Pratiquement toute l'industrie sidérurgique mondiale faisait de même. Au Japon, de complexes sidérurgiques littoraux modernes voyaient continuellement le jour, armés de nouvelles technologies et affichant une échelle de plus en plus vaste. En Allemagne de l'Ouest, les groupes investissaient lourdement dans des équipements modernes pour accroître leur productivité.
Aux États-Unis, les entreprises poursuivaient l'extension de leur capacité de production pour répondre à la demande intérieure. Presque partout régnait la même conviction. La croissance allait se poursuivre pendant encore de nombreuses années. Cela créait un effet psychologique très particulier. Lorsque tous les concurrents s'agrandissent, rester immobile est parfois perçu comme plus effrayant encore qu'investir. Si le rival augmente sa capacité alors qu'on ne fait rien, on risque de perdre ses parts de marché en quelques années seulement. Dans le monde des affaires, il est des moments où la décision la plus dangereuse n'est pas d'agir, mais de ne rien faire. C'est précisément cet état d'esprit qui a entraîné toute l'industrie sidérurgique dans une course à l'expansion sans précédent. Avec le recul, il est facile de conclure que la direction de Creusot-Loire a commis une erreur en investissant de manière aussi massive. Mais l'histoire ne se déroule pas ainsi. Personne ne peut prédire l'avenir. Si vous vous mettiez à leur place en 1970, vous verriez un tableau totalement différent. 30 ans de croissance ininterrompue, des carnets de commandes toujours au plus haut, les gouvernements européens continuaient d'investir massivement dans les infrastructures. L'énergie nucléaire était perçue comme l'avenir du secteur énergétique. Les banques étaient prêtes à accorder des prêts, convaincues que les grands projets industriels généreraient des profits stables pendant des décennies. Presque toutes les données indiquaient que l'expansion était un choix rationnel. C'est un phénomène très courant en économie. Les individus ont tendance à prédire l'avenir en se basant sur ce qui vient de se passer. Si un marché a connu une croissance continue pendant 30 ans, la plupart des gens croiront qu'il continuera d'augmenter. Non pas par manque de compétences, mais parce que c'est ainsi que le cerveau humain traite l'information. Très peu de personnes se préparent à un scénario qu'elles n'ont encore jamais vécu. Pour concrétiser ces plans d'expansion, Creusot-Loire avait besoin de capitaux colossaux. La construction d'un nouveau haut fourneau ou d'un laminoir moderne coûtait des centaines de millions de francs. Les équipements mécaniques destinés à l'industrie nucléaire avaient une valeur encore plus élevée et nécessitaient des années de fabrication. Aucune entreprise ne pouvait tout financer sur ses propres fonds de roulement. La solution la plus courante était le recours à l'emprunt. Aujourd'hui, beaucoup de gens associent immédiatement le mot « dette » au risque. Mais dans le monde des affaires, l'endettement n'est pas toujours une mauvaise chose. En réalité, de nombreux grands groupes mondiaux se sont développés grâce à l'effet de levier financier. Imaginez que vous construisiez une usine d'une valeur d'1 milliard de francs. Si l'usine génère des flux de trésorerie stables pendant 20 ans, l'emprunt initial sera progressivement remboursé et l'entreprise se retrouvera propriétaire d'un actif capable de générer des profits à long terme. C'est la logique même de l'investissement industriel. Creusot-Loire croyait également à ce calcul. Les revenus futurs rembourseraient les emprunts actuels. Les bénéfices des années à venir compenseraient les coûts d'investissement initiaux. Tout était logique tant que le chiffre d'affaires continuait de croître. Mais l'effet de levier financier comporte toujours un revers. Les banques ne se soucient pas de savoir si le marché est favorable ou difficile. À l'échéance, les intérêts doivent être payés. Si les revenus chutent, les emprunts qui ont permis à l'entreprise de se développer deviennent rapidement un fardeau. Au début des années 1970, très peu de personnes envisageaient un tel scénario. Pour elles, l'économie mondiale semblait suivre sa trajectoire habituelle. Les usines tournaient à plein régime. Les commandes continuaient d'affluer. Les rapports regorgeaient de prévisions optimistes. Rien ne laissait vraiment présager que la machine de croissance de l'économie mondiale était sur le point de s'enrayer. Pourtant, l'histoire ne bascule pas toujours sous l'effet d'événements survenus dans les salles de réunion des grands groupes ou sur les marchés financiers. Elle bascule sous le coup de bouleversements survenus à des milliers de kilomètres de là. Tout au long de l'été 1973, les usines de Creusot-Loire ont continué de fonctionner presque normalement. Les réunions tournaient toujours autour de la production et des plans d'investissement. Personne ne savait qu'au Moyen-Orient, un conflit couvait en silence. À première vue, cela n'avait aucun rapport avec une aciérie de l'Est de la France. Et pourtant, quelques mois plus tard seulement, cet événement allait bouleverser l'ensemble de l'économie mondiale et emporter dans son sillage le destin de centaines d'entreprises de l'industrie lourde. En octobre 1973, le choc pétrolier éclate. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de prix du pétrole. C'était le point de départ d'une réaction en chaîne
qui allait faire plonger toute l'industrie sidérurgique mondiale dans une période de récession de plus d'une décennie. Et c'est également à partir de cet instant que le compte à rebours pour Creusot-Loire a officiellement commencé. Octobre 1973, pour la plupart des dirigeants de Creusot-Loire, ne fut d'abord qu'une suite de dépêches internationales parues dans la presse. Le 6 octobre, la guerre du Kippour éclate entre Israël et une coalition de pays arabes. Un conflit se déroulant à des milliers de kilomètres de la France, semblant n'avoir aucun lien avec les hauts fourneaux incandescents du Creusot. Mais quelques semaines plus tard, ce qui semblait n'être qu'une guerre régionale se transforma rapidement en l'un des plus grands chocs économiques du XXe siècle. En réaction au développement de la guerre, plusieurs pays arabes membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou OPEP, décident de réduire leur production et d'imposer un embargo pétrolier à l'encontre de certains pays occidentaux. En peu de temps, le prix du pétrole brut sur le marché international fut multiplié par plusieurs fois. Pour des économies industrielles très dépendantes de l'énergie importée comme la France, ce fut un choc sans précédent. Une énergie plus chère signifiait que presque toutes les activités de production devaient devenir plus coûteuses. Les usines devaient payer plus cher pour fonctionner. Les coûts de transport des matières premières augmentèrent fortement. Le prix de l'électricité grimpa en flèche. Les prix du carburant pour les camions, les trains et les navires augmentèrent également. Ces coûts apparemment minimes, une fois cumulés, modifièrent du tout au tout la structure des coûts de nombreuses industries. Pour l'industrie sidérurgique, ce fut un coup particulièrement sévère. La sidérurgie est l'une des industries les plus énergivores au monde. Pour faire fondre le minerai de fer dans les hauts fourneaux, les usines ont besoin d'une quantité gigantesque de combustible. Une simple augmentation de quelques pourcents des coûts énergétiques suffisait à modifier considérablement la rentabilité. Mais après 1973, la hausse ne se comptait plus en quelques pourcents. Elle fut telle que de nombreuses entreprises commencèrent à revoir l'ensemble de leur plan de production. Cependant, la hausse du prix de l'énergie n'était que le premier problème. Le plus dangereux résidait dans le fait que les clients de la sidérurgie se retrouvaient eux aussi en difficulté. Rappelons que l'acier n'est presque jamais acheté pour une consommation directe. On n'achète pas de l'acier pour le plaisir d'en posséder. On achète de l'acier pour construire des ponts, des usines, fabriquer des automobiles, construire des navires ou produire des machines. Cela signifie que si les industries utilisatrices d'acier ralentissent, la sidérurgie en subit les conséquences presque immédiatement. C'est exactement ce qui s'est produit. Lorsque les prix de l'énergie ont explosé, de nombreuses entreprises ont été contraintes de réduire leurs investissements. Les gouvernements ont eux aussi commencé à revoir leurs grands programmes de dépenses. De nombreux projets de construction furent retardés. Le marché immobilier ralentit, les chantiers navals reçurent moins de commandes. L'industrie automobile entra dans une phase de faible croissance. De nombreuses usines décidèrent d'ajourner l'extension de leur production en attendant une stabilisation de la situation. Pour Creusot-Loire, ce fut un retournement complet par rapport à ce à quoi ils s'étaient préparés. Quelques années plus tôt à peine, tous les plans reposaient sur l'hypothèse d'une demande en hausse continue. Les nouvelles usines étaient conçues pour servir un marché en pleine expansion. Les emprunts avaient été contractés avec la certitude que les revenus futurs couvriraient aisément les coûts d'investissement. Mais le marché exigeait désormais tout le contraire. Moins de production, moins d'investissement, moins d'acier. L'une des plus grandes ironies de la sidérurgie après 1973 fut que le monde ne manquait pas de capacité de production. Au contraire, le monde en avait trop. Tout au long des années 1960 et du début des années 1970, presque tous les pays industrialisés avaient accru leur capacité sidérurgique. La France s'est développée, l'Allemagne de l'Ouest s'est développée, le Japon s'est développé, les États-Unis se sont développés. L'Union soviétique a elle aussi continué d'investir dans la sidérurgie. Tous pensaient que la demande continuerait de croître comme lors des 30 années précédentes. Mais lorsque l'économie a ralenti, ces usines sont restées intactes. Personne ne pouvait faire disparaître un complexe sidérurgique géant du jour au lendemain. Les hauts fourneaux étaient toujours là. Les lignes de laminage étaient toujours là. Les emprunts étaient toujours là. La seule chose qui avait disparu, c'était les clients. Les économistes appellent cette situation la surcapacité.
C'est un concept essentiel pour comprendre pourquoi Creusot-Loire est tombé dans la crise. Imaginez une ville comptant 100 boulangeries. Pendant des années, les habitants achètent exactement 100 000 baguettes par jour. Toutes les boulangeries tournent bien. Puis, la demande chute à seulement 70 000 baguettes. Ce ne sont pas 30 boulangeries qui disparaissent automatiquement. Toutes continuent d'essayer de vendre. Elles se livrent une concurrence plus féroce. Elles baissent leur prix. Les bénéfices chutent. Certaines commencent à enregistrer des pertes. Il s'est passé exactement la même chose pour l'industrie sidérurgique. À la seule différence qu'ici, chaque boulangerie était un complexe industriel de plusieurs milliards de francs. Ce qui aggravait encore la situation, c'était la nature même de l'industrie métallurgique. On peut réduire assez facilement la production dans un atelier de confection. On peut mettre temporairement à l'arrêt certaines lignes. Mais avec un haut fourneau, c'est une toute autre histoire. Un haut fourneau n'est pas conçu pour être allumé et éteint en permanence comme un interrupteur. Une mise à l'arrêt peut prendre plusieurs jours. Le redémarrage nécessite également plusieurs jours. Dans bien des cas, l'arrêt d'un four engendre en outre d'immenses coûts techniques. Cela contraignait de nombreuses entreprises à maintenir leur activité, même lorsque la demande baissait. Tout en produisant moins, il fallait toujours payer les salaires des ouvriers. Il fallait toujours entretenir les équipements. Il fallait toujours faire tourner tout le système. Il fallait toujours payer l'électricité. Il fallait toujours rembourser les intérêts bancaires. Autrement dit, les charges fixes ne variaient presque pas. Cela créait un paradoxe. Moins on produisait, plus le coût par tonne d'acier augmentait. Les bénéfices, déjà en baisse, s'effondraient d'autant plus brutalement. C'est dans cette spirale que Creusot-Loire a commencé à s'enfoncer. Pendant que les entreprises européennes se débattaient avec des coûts croissants, certains concurrents internationaux bénéficiaient d'avantages considérables. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait construit des usines sidérurgiques entièrement nouvelles plutôt que d'agrandir ses anciennes installations. Ces usines étaient souvent situées près de ports en eau profonde, réduisant considérablement le coût d'importation du minerai de fer et d'exportation des produits définis. Les procédés de fabrication étaient aussi plus modernes, plus automatisés et plus efficients. Pendant ce temps, de nombreux sites en Europe accusaient d'une histoire de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. Ils avaient été construits à une époque où les conditions de production étaient très différentes. Malgré de multiples modernisations, la rénovation de vieilles usines demeurait toujours plus difficile et coûteuse que la construction d'un complexe neuf à partir de zéro. Cela ne signifiait pas que les produits de Creusot-Loire étaient devenus de mauvaise qualité. En réalité, le groupe restait l'un des premiers producteurs d'aciers spéciaux et d'équipements mécaniques en France. Mais sur un marché en suroffre, la qualité seule ne suffisait plus. Les clients ont commencé à accorder beaucoup plus d'importance au prix. Et dans cette compétition sur les coûts, Creusot-Loire se retrouvait de plus en plus désavantagé. Si la crise n'avait duré que quelques mois, le groupe aurait peut-être pu surmonter l'épreuve. Mais le plus redoutable était qu'elle ne prenait pas fin. Année après année, la demande d'acier ne parvint jamais à retrouver son niveau d'avant 1973. Alors que le chiffre d'affaires diminuait progressivement, les emprunts contractés pour l'expansion restaient intacts. Les banques ne pouvaient pas effacer les échéances de remboursement simplement à cause du ralentissement du marché. Il fallait toujours payer les intérêts. Le capital arrivait toujours à échéance. Les usines dont on espérait qu'elles généreraient d'immenses bénéfices ne tournaient plus à pleine capacité. Elles subsistaient, mais ne dégageaient plus suffisamment de trésorerie pour s'auto-alimenter. C'est à ce moment-là que l'effet de levier financier a changé de rôle. En période de croissance, l'endettement permet à l'entreprise de se développer plus vite. En période de récession, il vient amplifier chaque perte. Creusot-Loire entrait dans une phase extrêmement dangereuse. Non pas parce qu'elle avait perdu son savoir-faire technologique, non pas parce qu'elle n'avait plus de clients, mais parce que la trésorerie s'affaiblissait de jour en jour, tandis que les obligations financières demeuraient inchangées. Au milieu des années 1970, la direction de Creusot-Loire finit par comprendre qu'il ne s'agissait plus d'un ralentissement temporaire. Le modèle de croissance qui avait porté le groupe au tout premier rang français perdait progressivement son efficacité. La question n'était plus comment se développer, mais était devenue comment survivre.
Et c'est précisément en s'efforçant de répondre à cette question que Creusot-Loire allait s'engager dans la bataille la plus difficile de toute son histoire. Au milieu des années 1970, la direction de Creusot-Loire comprend qu'elle n'est plus confrontée à une simple récession passagère. Ce qui était perçu comme un simple ajustement conjoncturel se transforme progressivement en une crise structurelle. La demande d'acier ne repart pas. Les industries à forte intensité d'acier continuent de réduire leurs investissements. Pendant ce temps, les capacités de production mondiale restent largement surdimensionnées, ce qui maintient les prix de l'acier sous pression pendant plusieurs années consécutives. Pour une entreprise ayant investi aussi massivement que Creusot-Loire, chaque mois qui passe alourdit un peu plus la pression financière. Néanmoins, au lieu de réduire immédiatement la voilure, la direction reste convaincue que le groupe peut surmonter ces difficultés en trouvant de nouveaux marchés et en se développant dans des secteurs à plus fort potentiel de croissance. Ce choix n'a rien d'irrationnel. Face à l'essoufflement de leur marché traditionnel, de nombreuses entreprises à travers le monde cherchent alors à diversifier leurs activités pour compenser la baisse de leurs revenus. Creusot-Loire commence à investir à l'étranger et à s'engager dans divers projets industriels dans l'espoir de réduire sa dépendance à l'égard du marché sidérurgique national. L'une des opérations marquantes est la prise de participation dans Phoenix Steel aux États-Unis. En parallèle, le groupe investit également dans Yale Steel ainsi que dans plusieurs autres projets industriels. La logique sous-jacente à ces investissements est limpide. Si le marché européen tourne au ralenti, d'autres marchés peuvent offrir de nouvelles opportunités. Si la sidérurgie traverse une passe difficile, la mécanique ou les équipements industriels peuvent prendre le relais. En théorie, il s'agit d'une stratégie pertinente de diversification des risques. Mais la réalité prend une toute autre tournure. De nombreux marchés extérieurs subissent eux aussi de plein fouet la récession mondiale. Certains investissements ne génèrent pas les profits escomptés. Loin d'apporter de la trésorerie au groupe, ils continuent d'engloutir des capitaux et des ressources de gestion. Dans le même temps, la gestion d'un ensemble regroupant de multiples filiales dans des secteurs très variés devient de plus en plus complexe. Chaque entité fait face à ses propres difficultés. Chaque marché présente ses propres contraintes. La direction ne se contente plus de gérer la production d'acier. Elle doit désormais faire face à une multitude de problèmes financiers, managériaux et de restructuration à très grande échelle. Pendant de nombreuses années, Creusot-Loire s'était habitué à utiliser les bénéfices générés par les nouvelles commandes pour financer l'exploitation courante et rembourser progressivement ses emprunts d'investissement. Tant que les ventes progressaient régulièrement, le modèle fonctionnait de manière satisfaisante. Mais lorsque le volume de commandes diminue, l'ensemble du système perd son équilibre. Des liquidités doivent continuer à sortir chaque jour pour verser les salaires, acheter les matières premières, entretenir les équipements, honorer les intérêts de la dette et maintenir en activité des dizaines d'usines. Pendant ce temps, les rentrées d'argent provenant des clients diminuent et arrivent plus lentement qu'auparavant. C'est là tout le problème de la trésorerie. Beaucoup d'entreprises ne déposent pas le bilan parce que leurs actifs sont inférieurs à leurs dettes, mais parce qu'elles ne disposent pas des liquidités nécessaires au moment voulu pour faire face à leurs obligations financières. Un groupe peut posséder des usines d'une valeur de plusieurs milliards de francs tout en sombrant dans la crise s'il manque de trésorerie pour régler ses dettes à court terme. Creusot-Loire se retrouve exactement dans cette situation. La valeur des actifs reste considérable, le savoir-faire technologique est intact et les équipes d'ingénieurs figurent toujours parmi les meilleures de France. Pourtant, la trésorerie se tend de jour en jour et chaque trimestre se transforme en une course contre la montre pour maintenir la liquidité. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que Creusot-Loire ne limite pas ses activités à la sidérurgie classique. L'un des plus grands espoirs du groupe repose alors sur la branche des équipements destinés à la filière nucléaire. Au cours des années 1970, la France lance un vaste programme de développement de l'énergie nucléaire afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole importé. À travers sa société liée Framatome, Creusot-Loire participe à la fabrication de nombreux composants majeurs pour les centrales nucléaires. Il s'agit d'un secteur à haute technicité, caractérisé par des contrats de grande valeur, dont on attend des revenus stables sur de nombreuses années. Toutefois, ces projets se caractérisent par des cycles de fabrication extrêmement longs. Plusieurs années peuvent s'écouler entre la signature du contrat, l'achèvement des travaux et le paiement intégral.
Cela signifie que, bien que l'entreprise détienne des commandes d'une valeur considérable, elle doit constamment engager des fonds tout au long du processus de réalisation. Ces contrats permettent de préserver les compétences techniques et le prestige de Creusot-Loire. Mais ils restent insuffisants pour soulager immédiatement une pression sur la trésorerie de plus en plus alarmante. À la fin des années 1970, de nombreuses banques et actionnaires ont commencé à exiger du groupe des changements plus radicaux. Ils ne croyaient plus que le marché se redresserait de lui-même à court terme comme auparavant. Au lieu de cela, Creusot-Loire devait réduire ses coûts, céder des actifs et se concentrer sur les activités les plus rentables. De nombreux plans de restructuration ont été présentés. Certaines usines ont vu leur taille réduite. Certains projets d'investissement ont été abandonnés. Des milliers de salariés se sont retrouvés menacés de perdre leur emploi. Il s'agissait de décisions extrêmement difficiles pour la direction. Pendant des décennies, Creusot-Loire s'était enorgueilli d'être une entreprise ancrée dans sa communauté locale. Les suppressions d'emplois ne touchaient pas seulement les travailleurs, mais affectaient également des villes entières qui vivaient des usines du groupe. Mais sans réduction de coûts, l'entreprise s'enfoncerait encore plus profondément dans la crise. En 1982, Didier Pineau-Valenciennes a été nommé président-directeur général de Creusot-Loire. Lorsqu'il a pris la tête du groupe, la plupart des problèmes les plus graves existaient déjà depuis plusieurs années. Le marché de l'acier demeurait morose. L'endettement était extrêmement élevé. La trésorerie restait sous forte tension. Sa mission n'était plus d'assurer la forte croissance du groupe comme autrefois, mais de tout faire pour sauver l'entreprise de la faillite. Pineau-Valenciennes a entrepris une révision complète des activités de Creusot-Loire. Le cabinet d'audit Arthur Andersen a été sollicité pour évaluer la situation financière. Les résultats ont révélé un tableau bien plus sombre que ce que le marché imaginait. Les pertes cumulées ne cessaient de se creuser. La dette continuait de peser lourdement sur la trésorerie. De nombreux actifs avaient de la valeur, mais étaient très difficiles à céder rapidement, car il s'agissait d'installations industrielles spécialisées. Ces constatations ont contraint la direction à accélérer le plan de restructuration. Cependant, restructurer un groupe d'industrie lourde comptant des dizaines de milliers de salariés ne pouvait se faire en quelques mois. Chaque décision entraînait des négociations complexes avec les banques, les actionnaires, les syndicats et le gouvernement français. Pendant que Creusot-Loire tentait de se sauver, la situation de la sidérurgie européenne ne montrait toujours aucun signe net d'amélioration. Les surcapacités persistaient, les prix de l'acier restaient sous pression, les concurrents réduisaient eux aussi leur production et se restructuraient simultanément. Plus aucune entreprise n'était assez solide pour jouer le rôle de sauveur de toute la filière. Chaque groupe devait trouver le moyen de survivre par lui-même. Pour Creusot-Loire, le temps est devenu le facteur le plus précieux. Chaque mois qui passait nécessitait des fonds supplémentaires pour maintenir l'activité. Mais plus cela durait, plus la confiance des banques et des investisseurs s'érode. La direction comprenait qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur la réduction des coûts. Pour survivre, le groupe avait besoin d'un plan de soutien financier suffisamment massif pour traverser la crise et mener à bien sa restructuration. Le dernier espoir ne résidait plus dans les hauts fourneaux ni dans les lignes de production modernes. Il se trouvait sur la table des négociations avec les banques, les principaux actionnaires et le gouvernement français. Il suffisait qu'un seul maillon refuse de continuer son soutien pour que l'ensemble du groupe s'effondre en très peu de temps. Et c'est précisément à ce moment-là que la bataille pour le sauvetage de Creusot-Loire a officiellement commencé. À l'aube de l'année 1984, Creusot-Loire n'avait pratiquement plus de temps. Après près d'une décennie de lutte contre la crise sidérurgique, les mesures de réduction des coûts, de cession d'actifs et de restructuration n'avaient fait que prolonger sa survie sans parvenir à inverser la tendance. Le problème de fond demeurait la trésorerie. L'entreprise possédait encore de nombreuses usines modernes, des équipes d'ingénieurs très qualifiés et d'importants contrats industriels. Mais le liquide nécessaire au fonctionnement quotidien manquait cruellement. Chaque échéance de remboursement d'intérêts accentuait la pression. Chaque mois qui passait, la direction devait rechercher de nouveaux financements pour faire tourner ce géant industriel. Ce qui n'était auparavant considéré que comme une menace était désormais devenu une réalité. Creusot-Loire se trouvait au bord de la cessation de paiement. Didier Pineau-Valenciennes savait que sans un plan de sauvetage d'envergure, le groupe ne tiendrait plus très longtemps.
Avec ses collaborateurs, il s'est engagé dans d'âpres négociations avec les banques créancières, les grands actionnaires et le gouvernement français. Pour la direction, l'objectif était limpide. Il fallait gagner du temps. En cas de rééchelonnement de la dette, d'injection de capitaux et de poursuite de la restructuration, Creusot-Loire conserverait une chance de préserver ses activités rentables. Mais pour les banques, la question se posait tout autrement. Continuer à prêter permettrait-il réellement à l'entreprise de se redresser ou ne ferait-il qu'alourdir la note finale? C'était une équation dont personne ne possédait la réponse avec certitude. Le gouvernement français se trouvait lui aussi dans une position délicate. Creusot-Loire n'était pas une entreprise ordinaire. C'était l'un des fleurons de l'industrie nationale, employant des dizaines de milliers de personnes directement et indirectement, tout en étant engagé dans plusieurs secteurs stratégiques tels que la mécanique lourde, la défense et le nucléaire civil. Si le groupe venait à s'effondrer, les répercussions s'étendraient à de nombreuses régions et à de multiples secteurs industriels. Cependant, au début des années 1980, l'économie française traversait elle aussi une période difficile. Le gouvernement ne pouvait pas sauver toutes les entreprises en crise. L'utilisation des deniers publics pour renflouer un grand groupe privé suscitait de vives controverses. Certains estimaient que l'État devait intervenir pour préserver l'emploi et l'appareil industriel national. D'autres soutenaient que continuer d'injecter des capitaux dans une entreprise structurellement déficitaire ne ferait que retarder une issue inévitable. Les négociations traînèrent en longueur pendant des semaines pour s'enliser progressivement. Les banques exigeaient davantage d'engagement de la part de l'État. Le gouvernement souhaitait que les actionnaires et les créanciers partagent dans les risques. Pendant ce temps, Creusot-Loire avait besoin de liquidités immédiates pour poursuivre ses activités. Chaque jour qui passait accentuait un peu plus la pression financière. Au sein même du groupe, la tension montait rapidement. Inquiets pour sa solvabilité, de nombreux fournisseurs devinrent plus prudents lors des livraisons. Certains partenaires exigèrent des paiements plus rapides qu'auparavant. La confiance des marchés s'effritait à vue d'œil. Pour une entreprise de l'industrie lourde, la confiance est presque aussi précieuse que le cash. Si les fournisseurs cessaient de livrer des matières premières ou si les clients doutaient de sa capacité à honorer ses contrats, la production en serait rapidement impactée. La direction s'efforçait de rassurer sans cesse ses partenaires, affirmant que le groupe fonctionnait normalement et que les négociations se poursuivaient. Mais même les initiés comprenaient bien que le temps était compté. Les rapports financiers examinés durant cette période révélèrent une ampleur des difficultés bien supérieure à ce que le public avait imaginé. Les pertes cumulées ne cessaient de se creuser. Le fardeau de la dette entraînait des frais financiers qui dévoraient la majeure partie des ressources restantes du groupe. De nombreux actifs, bien que d'une immense valeur, ne pouvaient être rapidement convertis en liquidités car il s'agissait d'installations industrielles spécialisées. Un haut fourneau, une grande forge ou une ligne de fabrication d'équipements nucléaires ne se vendent pas en quelques semaines comme un immeuble de bureau. Leur valeur n'existe que si une entreprise a encore la capacité de les exploiter. Cela plaçait Creusot-Loire face à un paradoxe. Sur le papier, le groupe possédait encore un patrimoine colossal, mais dans la réalité, il manquait précisément de ce dont il avait le plus besoin pour survivre, de la trésorerie. Les ultimes efforts pour trouver une solution de sauvetage se poursuivirent au cours des premiers mois de l'année 1984. La direction tenta de convaincre les différentes parties que soutenir Creusot-Loire ne revenait pas seulement à sauver une entreprise, mais aussi à préserver un pan entier du potentiel industriel stratégique de la France. Néanmoins, les chiffres financiers ne faisaient qu'éroder davantage la confiance. Après de multiples tours de table, un plan d'une ampleur suffisante pour sauver l'ensemble du groupe s'avéra impossible à trouver. Alors que les ressources financières s'épuisaient, Creusot-Loire ne fut plus en mesure de faire face à l'ensemble de ses obligations de paiement. En avril 1984, la direction fut contrainte de solliciter le dépôt de bilan auprès du tribunal de commerce. Cette démarche visait à empêcher les créanciers de réclamer simultanément leurs créances et à offrir une dernière chance de trouver un plan de restructuration. Mais la réalité était désormais sans appel. Le gouffre entre les besoins de l'entreprise et ce que le marché était prêt à apporter était devenu insurmontable. Le 17 avril 1984, le tribunal de commerce de Paris décida de placer Creusot-Loire en règlement judiciaire. Pour des dizaines de milliers de salariés,
Ce fut le signe de la fin d'une époque. Un peu plus de 10 ans plus tôt, le groupe était encore considéré comme le symbole de la puissance industrielle française. Désormais, cette entreprise qui avait fabriqué des machines gigantesques, des équipements nucléaires et de nombreux grands ouvrages nationaux n'était plus capable de maintenir son équilibre financier. Il convient de noter que Creusot-Loire ne s'est pas effondré à la suite d'une erreur unique ou d'une décision irresponsable d'un individu. Le groupe a succombé après des années d'exposition simultanée au ralentissement de la demande mondiale, à la surcapacité de la sidérurgie, à la concurrence internationale, au poids croissant des frais financiers et à une structure d'investissement bâtie sur l'hypothèse d'une croissance ininterrompue, semblable à celle des 30 Glorieuses. Lorsque ces certitudes se sont effondrées, tout le système a perdu son équilibre. En 1984, il n'y avait plus ni le temps ni les ressources nécessaires pour rétablir la situation. Cependant, ce n'était pas encore la fin définitive de l'histoire. Un groupe fort d'une histoire de près d'un siècle et demi, possédant des dizaines d'usines, des milliers de brevets, des technologies clés et une main-d'œuvre nombreuse, ne pouvait tout simplement pas disparaître du jour au lendemain sur une seule décision de justice. Après la décision de redressement judiciaire, la plus grande question était de savoir ce qu'il adviendrait de l'ensemble de l'héritage de Creusot-Loire. Quelles usines continueraient à fonctionner? Quelles divisions seraient revendues? Quelle technologie serait préservée? Et quel serait le sort de ces dizaines de milliers de personnes qui avaient consacré toute leur vie au groupe? Ce sont précisément les événements qui ont suivi la faillite qui allaient véritablement déterminer ce qui survivrait à l'effondrement de l'un des plus grands empires industriels français. Après la décision du tribunal de commerce de Paris, beaucoup ont pensé que l'histoire de Creusot-Loire était terminée. Mais en réalité, ce n'était que la fin du groupe en tant qu'entité juridique unifiée. Les usines, les lignes de production, les ingénieurs et les technologies accumulées par Creusot-Loire sur près d'un siècle et demi ne pouvaient pas disparaître en un seul jour. Ce qui a suivi n'a pas été une éradication totale, mais un long processus de démantèlement et de réorganisation. Les activités du groupe ont été examinées au cas par cas. Les unités encore compétitives ont été séparées pour continuer à exister sous de nouveaux propriétaires. Les divisions ayant un rôle stratégique pour l'industrie française ont été maintenues en priorité. À l'inverse, les usines qui n'étaient plus rentables ou qui ne trouvaient pas d'investisseurs ont été contraintes de fermer. Ce fut un processus douloureux, mais presque inévitable. Parmi les actifs les plus importants de Creusot-Loire figurait sa participation et ses activités liées à Framatome, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements pour le secteur nucléaire. Il s'agissait d'un domaine que la France considérait comme stratégique, le programme de développement de l'énergie nucléaire se poursuivant. Les compétences techniques accumulées au fil des ans n'ont pas été effacées, mais transférées pour continuer à servir l'industrie nucléaire. Certaines activités de sidérurgie spéciale et de mécanique lourde ont également été reprises par d'autres entreprises lors de la restructuration de la sidérurgie française. En d'autres termes, Creusot-Loire a disparu en tant que groupe, mais nombre de ces éléments clés ont continué à vivre au sein des entreprises qui lui ont succédé. Cependant, cela n'a rien enlevé à l'impact que la faillite a eu sur les travailleurs et les collectivités locales qui dépendèrent du groupe. Pendant des décennies, le Creusot n'a pas été seulement le site d'une usine sidérurgique. La ville s'est presque construite au rythme du développement de l'industrie. Plusieurs générations d'une même famille travaillaient pour l'entreprise. Les grands-parents à la forge, les parents sur les chaînes de production, les enfants grandissaient avec l'idée qu'un jour, eux aussi franchiraient les portes de l'usine comme les générations précédentes. Le rythme de vie de la ville était scandé par le signal sonore des changements d'équipe, le passage des trains de minerais de fer et de charbon, et la lueur rougeoyante des hauts fourneaux brûlant jour et nuit. Lorsque Creusot-Loire s'est effondré, ce ne sont pas seulement des milliers d'emplois qui ont été perdus, c'est tout un modèle économique local qui s'est trouvé bouleversé. De nombreuses petites entreprises qui vivaient des contrats avec le groupe se sont également retrouvées en difficulté. Les sociétés de transport, les fournisseurs de pièces détachées, les commerces, les restaurants et de nombreux autres services en ont subi les conséquences. Un grand groupe industriel n'a jamais été une simple entreprise. Il était le cœur de tout un réseau économique. Lorsque ce cœur s'est effondré, les répercussions se sont propagées à presque toutes les activités environnantes. Dans une perspective plus large, la chute de Creusot-Loire reflète la crise générale de la sidérurgie européenne
à la fin du XXe siècle. Ce n'était pas la seule grande entreprise à devoir se restructurer. Dans de nombreux autres pays, les groupes sidérurgiques ont également été contraints de réduire leur capacité, de fusionner ou de solliciter l'aide de l'État. La période où la demande d'acier augmentait de manière quasi continue après la Seconde Guerre mondiale avait pris fin. Le monde entrait dans une nouvelle ère caractérisée par une croissance plus lente, une concurrence mondiale plus vive et des exigences de rentabilité bien plus élevées. Les usines construites durant la période du boom économique n'étaient plus adaptées à un marché en surcapacité. Les entreprises aux structures lourdes et aux coûts fixes trop importants ont éprouvé de grandes difficultés à s'adapter. Creusot-Loire n'est que l'un des exemples les plus marquants en raison de son envergure et de sa place particulière dans l'industrie française. Qu'est-ce qui a réellement causé la faillite de Creusot-Loire? Certains attribuent cet échec au choc pétrolier de 1973. C'est exact, mais incomplet. Le choc pétrolier a été un choc qui a profondément modifié l'environnement des affaires, mais il ne suffisait pas à lui seul à faire faillite à un géant industriel plus de 10 ans plus tard. D'autres soutiennent que la cause résidait dans un endettement excessif. C'est également vrai, mais la dette ne devient un fardeau que lorsque la trésorerie s'amenuise. Pendant la période de croissance, ces mêmes emprunts avaient permis à Creusot-Loire de se développer très rapidement et de devenir l'un des fleurons industriels français. Certains blâment aussi entièrement la direction. Mais en recontextualisant la fin des années 1960 et le début des années 1970, la plupart des décisions d'expansion reposaient sur des données et des attentes partagées par de nombreuses autres entreprises. Presque toute l'industrie sidérurgique mondiale croyait que la demande continuerait de croître. La plus grande erreur ne résidait pas dans une décision isolée, mais dans le fait de conserver de nombreuses hypothèses dépassées alors que le monde avait changé. Lorsque la demande a chuté, que les surcapacités sont apparues, que la concurrence internationale s'est intensifiée et que les coûts financiers sont devenus écrasants, des stratégies autrefois gagnantes sont devenues un fardeau. Enfin, tous ces facteurs se sont conjugués pour créer une spirale dont Creusot-Loire n'avait plus les ressources nécessaires pour s'extraire. Avec le recul d'aujourd'hui, l'histoire de Creusot-Loire offre encore de nombreuses leçons aux entreprises modernes. La première leçon est que la croissance ne dure jamais éternellement. Une stratégie très efficace en période de boom peut devenir dangereuse lorsque le cycle économique s'inverse. La deuxième leçon est que l'endettement n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qu'il amplifie toujours tant les succès que les échecs. Lorsque le chiffre d'affaires augmente, le levier financier permet à l'entreprise de croître plus vite. Lorsque le chiffre d'affaires diminue, ce même levier accroît la pression de manière exponentielle. La troisième leçon est que la taille ne garantit pas la capacité d'adaptation. En réalité, plus une entreprise est grande, plus il lui est difficile de changer, car elle doit porter une structure trop complexe, trop d'actifs immobilisés et trop d'engagements financiers. Enfin, aucune entreprise n'est immunisée contre les mutations du marché. Des entreprises autrefois considérées comme invincibles peuvent sombrer dans la crise si l'environnement économique évolue plus vite que leur propre capacité à s'adapter. Aujourd'hui, si vous vous rendez au Creusot, vous pouvez encore apercevoir les vestiges d'une époque industrielle glorieuse. De nombreux sites de production continuent d'être exploités sous la bannière d'autres entreprises. La ville compte toujours des ouvriers qualifiés, des ingénieurs et une tradition de construction mécanique forgée au fil des générations. Mais le nom de Creusot-Loire n'appartient plus qu'à l'histoire. Ce qui subsiste ne se limite pas aux usines d'acier ni aux machines gigantesques qui y ont été fabriquées. Il reste le récit d'une entreprise qui s'est hissée grâce à la révolution industrielle, s'est épanouie durant les 30 Glorieuses et s'est effondrée lorsque le monde est entré dans une toute autre ère. Creusot-Loire n'a pas échoué en raison d'une seule mauvaise décision ou d'un événement isolé. Elle a fait faillite parce que des stratégies autrefois parfaitement pertinentes dans un contexte ancien ne convenaient plus à une réalité nouvelle. Et c'est sans doute pourquoi l'histoire de Creusot-Loire continue d'être évoquée à ce jour par les économistes, les gestionnaires et les passionnés d'histoire industrielle. Elle nous rappelle qu'en affaires, le succès d'hier ne garantit jamais celui de demain et que la capacité d'adaptation au changement est parfois bien plus essentielle que la taille, la technologie ou les gloires passées.